Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une chronique littéraire, mais une vidéo annonce, double annonce. Et la première, vous vous en doutez un petit peu, c'est l'apparition prochaine de Raditor, dont j'ai reçu les preuves, c'est pour ça qu'il y a le bandeau gris. Ce n'est pas un bandeau qui apparaîtra dans l'édition définitive, rassurez-vous. Donc Raditor, vous avez un petit peu vu passer l'information, si vous me suivez sur les réseaux sociaux de manière assidue. Vous avez dû voir passer effectivement la couverture, un petit peu le résumé, de quoi ça parle. Donc c'est un récit qui suit l'histoire vraie d'Eben Byers, qui va consommer dans les années 1920-1930 du Raditor, donc qui a donné le titre évidemment de mon roman. Le Raditor qui est un médicament radioactif à base de radium. Alors Eben Byers va consommer du Raditor parce que c'est un milliardaire sportif, séducteur, mondain. Seulement, il approche de la cinquantaine, il a des douleurs chroniques, il a des problèmes, on va dire, d'ordre sexuel. Bon, c'est compliqué dans sa vie. Et donc il va prendre du Raditor, parce que le Raditor à cette époque, et le radium de manière générale, a la réputation d'être un tonique rajeunissant. Et donc il va en consommer évidemment pour retrouver une seconde jeunesse. Donc tout ça, c'est des éléments effectivement qui sont avérés, qui sont tout à fait exacts. Donc le point de départ est celui-ci. Et donc on va suivre évidemment la trajectoire de cet homme qui va pendant plusieurs années consommer du Raditor, en escomptant des effets qui finiront par être totalement contraires à ceux qu'on lui avait promis, que le producteur du Raditor notamment lui avait promis. Donc c'est la trajectoire d'un homme, c'est un roman qui suit la trajectoire d'un homme, sans trop de suspense, je ne dévoile pas la fin, mais bon, la fin, vous pouvez la trouver facilement sur internet, l'information circule. C'est pas forcément l'enjeu, de toute manière, c'est pas le suspense qui est intéressant, je pense, c'est surtout la manière dont cette époque, effectivement, va être partagée dans une dualité assez semblable à ce qu'on peut vivre d'ailleurs encore à notre époque, une dualité entre d'un côté des médecins qui commencent à prendre conscience, des médecins indépendants qui commencent à prendre conscience du danger du radium, parce qu'il faut savoir que le radium depuis on va dire les débuts du siècle, le début du XXe siècle, est considéré comme un remède miracle en quelque sorte. On l'emploie contre le cancer, on prend des bains d'eau radioactive dans les stations thermales européennes pour la peau, pour des traitements contre les maladies de peau ou des infections diverses, même respiratoires. Donc le radium est considéré à ce moment-là comme un produit miracle. Seulement dans les années 1920, les médecins commencent à constater qu'il y a des effets secondaires sur les personnes qui en prennent, sur les médecins radiologues qui sont exposés aux rayons ionisants, donc qui sont semblables en fait aux rayons radioactifs, rayons alpha, gamma. Il y a les rayons X évidemment, mais voilà, les rayons ionisants au sens large. On commence à voir que les radiologues à l'époque sont beaucoup plus exposés à des tumeurs, à des maladies cancéreuses, à des infections diverses également. Donc voilà, à l'époque on commence à prendre conscience un petit peu de ça, et en même temps on est dans les années 1920 au pic, on va dire, de ce qu'on appelle la radium mania, c'est-à-dire qu'on met du radium partout parce que les gens veulent du radium. On le met dans les médicaments, dans les cosmétiques, dans les sodas, dans les cigarettes, dans les sous-vêtements, dans les préservatifs. C'est-à-dire que le radium, il est partout, dans la peinture luminescente. On met du radium partout, ou en tout cas on promet de mettre du radium partout. En fait, il y a pas mal de ces initiatives qui sont du charlatanisme pur et dur, mais un produit au radium, ça fait vendre, dans les années 1920-1930, et donc évidemment plein d'industriels vont s'engouffrer dans cette veine-là, notamment donc dans la pharmaceutique évidemment. Beaucoup d'industriels vont se lancer dans cela, et va naître effectivement un conflit entre des médecins indépendants d'un côté, qui constatent des affaires, des affaires scandaleuses autour du radium, et de l'autre côté des lobbies industriels qui ne veulent rien entendre et qui même vont aller jusqu'à payer des médecins pour soutenir leur position et expliquer que le radium est inoffensif, consommé, tartiné sur la peau ou même utilisé en préservatif, quoi. Donc il y a vraiment une dualité ça se met en place, on va dire, dans ces années 1920-1930, et Eben Byers va être au cœur effectivement de cette dualité, de cet affrontement, tout comme à la même époque les Radium Girls, qui sont ces ouvrières qui travaillent dans une usine de peinture luminescente et qui vont être infectées évidemment au radium, puisque leur peinture était luminescente grâce au radium, et donc elles vont être infectées et vont développer des symptômes particulièrement graves.
qui vont être justement là aussi l'objet de bisbilles, on va dire, entre les médecins qui vont les examiner et leur employeur, hein, qui ne veut pas évidemment admettre que la peinture au radium était toxique. Donc il y a beaucoup d'affaires, hein. D'ailleurs les Radium Girls, c'est une affaire qui apparaît pas mal aussi dans mon roman, puisque c'est une affaire très contemporaine de l'affaire Byers. Donc c'est deux affaires vraiment qui sont mises en relation. Et donc on est vraiment dans cette dualité. Et donc le roman effectivement explore cette dualité, explore les magouilles, on va dire, des laboratoires pharmaceutiques à l'époque, qui d'ailleurs sont des laboratoires pharmaceutiques qui le sont plus ou moins, parce que faut comprendre que le créateur du Raditor n'est absolument pas un médecin, voilà, ni un pharmacien. Le créateur du Raditor, qui va donc fonder ces laboratoires, les Bailey Radium Laboratories, c'est William Bailey. Et ce William Bailey, à l'origine, c'est un type sans diplôme, qui a commencé sa carrière comme faux concessionnaire automobile. Il vendait des voitures qu'il n'avait pas en stock. Donc c'est un escroc, hein, tout simplement. Il va faire de très nombreuses escroqueries. Et un jour, il va assister à une conférence sur les médicaments radioactifs. Et il va se dire, ça c'est l'avenir. Et il va créer ses laboratoires, ses propres laboratoires, pour donc développer un certain nombre de produits au radium. Donc il va développer d'abord des produits suppositoires, des liniments au radium, etc. Puis il va mettre au point le Raditor, donc une eau radioactive, hein, c'est de l'eau dans laquelle on fait fondre, voilà, des sels de radium en quelque sorte. Et donc cette eau radioactive, ça va être son succès, hein, son best-seller. Il va en vendre des centaines de milliers de doses à travers les États-Unis. $1 la dose, donc vous imaginez bien, il va faire fortune grâce à ce produit. Et il va bien sûr tout faire pour que la manne ne se tarisse pas, hein, quand les difficultés vont commencer à arriver pour lui. Donc c'est un personnage très très atypique aussi, William Bailey. Je voulais lui donner une place aussi assez importante dans mon roman, donc il apparaît quand même pas mal dans mon roman, parce que c'est un personnage tout à fait atypique. Voilà, c'est un personnage sans diplôme, mais qui avait une vraie connaissance médicale, qui s'était formé, voilà, on va dire, individuellement pour être crédible dans son discours, ce qui fait que d'ailleurs son discours par moment apparaît assez crédible. Alors on voit qu'il y a des failles, hein, mais pour l'époque en tout cas, ça paraissait crédible. Et d'ailleurs il va écrire des livres, des articles en nombre, sous des pseudonymes multiples, et arriver à les faire publier aussi dans des revues plus ou moins fiables. Mais voilà, il va arriver effectivement à être crédible, on va dire, dans le milieu, on va dire, scientifique de l'époque. Alors qu'il avait 0 diplôme, mais il mentait, hein. D'ailleurs il disait qu'il était diplômé d'Harvard, ce qui était totalement faux. Mais voilà, on est sur un personnage tout à fait étrange, avec un bagou, une capacité à s'exprimer, une capacité à convaincre avec des arguments plus ou moins fallacieux, mais en profitant aussi bien évidemment de l'ignorance scientifique des gens à l'époque. Donc un personnage tout à fait atypique auquel je voulais donner une place dans mon récit. Il y a beaucoup de personnages authentiques, hein, qui apparaissent dans mon récit. Bien évidemment, tous les médecins aussi qui apparaissent sont eux aussi authentiques, hein. Vous entendrez parler du professeur Martland par exemple dans le récit. Vous entendrez parler du docteur Moyar aussi, qui était le médecin d'Eben Byers. Donc toutes ces figures apparaissent dans mon roman, évidemment, au plus près, on va dire, de la réalité, comme je disais, au plus près de ce que j'avais comme élément sur eux, de ce que j'ai pu retrouver sur eux, de leur personnalité, de leur parcours de vie. Donc c'est un roman qui est au plus près, on va dire, du récit authentique, du récit vrai, avec toute une dimension quand même fictionnelle également, notamment dans ce qui peut être la vie plus ou moins personnelle de Byers, puisque comme je disais, quand on écrit sur une histoire vraie, comme celle-ci, qui n'est pas très bien documentée, parce que sur Eben Byers, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que sur les Radium Girls, il y a des livres qui ont été écrits, des livres scientifiques, hein, enfin de recherche qui ont été écrits, des livres entiers, mais aussi des œuvres de fiction, hein, des BD, comme je disais, des livres, des films ont été faits sur les Radium Girls, mais sur Eben Byers, il n'y a rien de spécifique. Donc, oui, on a des trous forcément. Et donc, on essaye de combler les trous comme on peut, notamment sur la vie, voilà, intime, on va dire, du personnage, qui a une importance évidemment dans le récit, mais qu'il a fallu que je creuse en lien évidemment avec sa propre personnalité, avec ce qu'on disait de lui à l'époque, hein, que c'était notamment un grand séducteur, enfin quelqu'un qui en tout cas est un homme à femme. Donc c'était effectivement important, voilà, de travailler bien sûr sur cette imagerie, puisque ça a une importance directe avec le propos de mon livre. Donc voilà, j'espère que c'est un roman qui vous plaira. C'est un roman assez atypique, hein. C'est un roman qui, comme je le disais, vraiment nous émerge dans une époque. Pour moi, c'est un peu Gatsby le Magnifique rencontre Lovecraft, hein, puisque le décor lui-même, c'est plutôt Gatsby, hein. Voilà, on est dans la haute bourgeoisie américaine des années 20. Donc les années folles, voilà, c'est vraiment l'époque Gatsby, l'époque prohibition, mais bon, les riches, eux, n'étaient pas trop concernés. Et en même temps, on est plongé dans une histoire qui pourrait être tout à fait Lovecraftienne. D'ailleurs,
Lovecraft, comme je disais, a connu les années radium, hein, l'essor du radium, ça l'a sans doute largement inspiré, puisque en réalité, beaucoup d'œuvres de Lovecraft prennent pour point de départ comme ça une sorte de remède miracle, quelque chose qui va apporter la vie, et qui va finalement à la fin se retourner contre l'homme, hein. C'est vrai que Herbert West, Réanimateur ou encore La couleur tombée du ciel, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début c'est génial, et puis à la fin c'est plus trop le cas. Et le radium c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à l'époque c'est le remède miracle, c'est le produit qui va être le médicament du XXe siècle, on va tout soigner avec le radium. Seulement, la réalité, c'est que 10 ans plus tard, on constate que les effets étaient tout à fait délétères et que les personnes qui ont consommé du radium ne vont pas forcément vivre 5000 ans comme on leur promettait originellement. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Raditor. Donc j'espère que c'est un roman qui vous plaira. C'est un roman vraiment un peu différent de mes autres romans, de mes autres livres. Mais je pense que c'est un livre, voilà, en tout cas, c'est un livre qui avait un intérêt. Moi, quand je suis tombé sur ce sujet, je me suis dit, ah là, il faut que j'écrive un roman là-dessus parce que c'est une époque pas très connue, voilà, cet engouement pour le radium, c'est pas forcément très connu, il y a eu des choses écrites dessus, mais pour moi il manquait un vrai roman sur l'affaire Bayer, c'est sur la radium mania américaine, voilà, il fallait que je l'écrive, et donc j'espère que ce sera un roman qui vous plaira. C'est pas aride, hein, mais c'est vrai que ça traite bien sûr de l'univers médical, donc forcément il y a aussi un côté un peu scientifique qui pourra peut-être rebuter certaines personnes, mais enfin rien de gravissime. Voilà, donc ça c'était la première nouvelle, et maintenant j'ai une autre nouvelle dont je n'ai pas parlé encore sur les réseaux sociaux, donc ce sera un inédit, hein, voilà. C'est la réception de ça. Alors vous allez me dire, c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau, puisque c'est un exemplaire de Mangazeya, hein, comme vous avez pu le constater. Mangazeya, qui est un roman qui est sorti en janvier 2022, si je ne m'abuse. Donc c'est voilà, un roman qui a presque 3 ans. Donc c'est pas vraiment un ouvrage inédit, hein. Mais ce qui est inédit, c'est que ce roman, enfin cet exemplaire tout du moins, il est en dur. Vous voyez, c'est du carton, hein. Il est cartonné, hein, parce que c'est un ouvrage relié. Voilà, c'est un exemplaire relié de Mangazeya. Donc voilà, vous avez le petit fil, là, ouais, ça se voit un petit peu, bon. Un exemplaire relié. C'est une possibilité qui était offerte par Amazon depuis maintenant, je crois, 2 ans ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. La possibilité pour les auteurs auto-édités par leur service d'éditer un format relié. Bon. Quelque chose sur lequel je m'étais un peu penché à l'époque, donc au moment où c'était arrivé pour les auteurs, je m'étais un peu penché sur le cas. J'avais testé un petit peu de voir ce que je pouvais faire en relié. Le truc, c'est qu'il y avait pas mal d'obstacles quand même, pas mal de choses qui m'ont refroidi. Bon, déjà, comme je disais, faire un nouveau format, ça signifie de changer la couverture, changer le gabarit de couverture, parce qu'un relié n'est pas comme un brochet, hein. Il y a tout un rabat, il y a tout le rabat à prendre en considération. Il y a également le mort, voilà, tout ça, c'est des choses qui impliquent de tout retravailler au niveau du maquettage. Et puis, au-delà de ça, je voyais pas forcément l'intérêt d'un format papier différent du brochet, sachant qu'il allait coûter plus cher ou qu'il allait me rapporter moins sur les marges. Donc je me disais, et puis le public français pas forcément réceptif au relié comme peut l'être le public américain, anglo-saxon. Donc pas mal de choses m'ont finalement éloigné, voilà, de l'idée de faire un relié. Et notamment, j'ai notamment fait un audiobook, hein, qui était donc censé, voilà, être un nouveau format. Je me disais l'audiobook va être un peu plus intéressant que de faire un relié. Simplement, faire un audiobook, ça prend beaucoup de temps, donc j'en ai fait qu'un pour l'instant. Ça prend beaucoup de temps et ça demande un investissement personnel assez lourd. Donc j'ai pas forcément fait plus d'audiobook depuis, mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, je voulais plus me tourner vers l'audiobook. Donc j'avais mis les reliés un petit peu en parenthèse. Et voilà, je trouvais pas l'intérêt de faire un relié. Quelques auteurs en avaient fait, mais je voyais que ça n'avait pas beaucoup d'engouement non plus du côté des auteurs auto-édités, que les livres reliés se vendaient quand même globalement beaucoup moins, et que beaucoup d'auteurs ne faisaient pas de relié, donc c'est vrai que j'étais un peu de cela aussi. Mais vous voyez, réflexion de début d'année, les nouvelles années sont là pour nous faire réfléchir. Je me suis dit, tiens, bon, allez, si je me repenchais un petit peu sur les reliés, j'avais un peu de temps, puisque je venais donc de terminer Raditor, et je me suis dit, si je me penchais un petit peu sur le cas des reliés. Et donc j'ai finalement réussi à finaliser la couverture de Mangazeya, et voilà, j'ai commandé l'exemplaire test qui, voilà, pour moi me convient bien, hein, vous voyez, il est classe, hein, voilà, c'est un bel exemplaire, il est bien fait. Pour moi, il correspond tout à fait à ce que j'attendais.
Donc je voulais vraiment voilà, essayer de voir comment ça allait rendre, s'il y avait vraiment un bon qualitatif, si c'était du solide, si c'était viable et si ça offrait vraiment quelque chose au niveau de l'ouvrage. Et donc je l'ai terminé, voilà, j'ai fait la maquette, j'ai commandé l'épreuve et donc je l'ai reçu et pour moi le verdict c'est que l'ouvrage est assez qualitatif, effectivement, c'est un bel ouvrage. Et c'est vrai que, il y avait toujours cette question de à quoi, ça va servir? À part le côté sympathique d'avoir son livre en relié, mais à quoi ça peut bien servir? Et donc c'est vrai qu'il m'est venu, quand même pas mal de réflexions. Et donc pourquoi est-ce que finalement, je me suis lancé dans le relié finalement? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire un livre relié? C'est parce que en début d'année, il m'est venu la réflexion que je vais faire quand même des salons, un peu plus cette année. Je prévois de faire environ 7 ou 8 salons cette année, contre 4 l'année dernière, contre 2 il y a 2 ans. Donc je fais plus de salons et donc je commande plus de livres. Et donc il m'arrive très souvent d'avoir des livres abîmés parce que le problème d'Amazon, c'est que Amazon n'emballe pas les exemplaires, hein. Donc ils mettent ça dans un carton et puis basta, ça arrive souvent plus ou moins râpé, abîmé, tordu, donc ça m'énerve. Donc on reçoit sur 10 exemplaires, on va toujours en recevoir deux trois qui sont abîmés au minimum. Donc c'est casse-pied quand on prépare des salons. Quand on a un salon tous les 6 mois, ça va, on a le temps de commander, etc. Mais enfin, quand on a des salons qui se succèdent, on aime bien avoir des stocks qui arrivent immédiatement en qualité, quoi. On n'a pas besoin d'être remboursé, recommandé derrière, c'est casse-pied. Et donc je me suis dit, sur les salons, j'y vais avec des brochets, mais est-ce que ça serait pas plus intéressant d'y aller avec des reliés? Voilà, parce que les reliés, c'est plus solide, théoriquement, donc il y a moins de risques que ça arrive abîmé. Sur les salons, les gens veulent des livres dédicacés. Donc je me suis dit, les reliés, c'est quand même un gap qualitatif qui est plutôt sympathique quand on veut acheter un livre relié, quand on veut l'offrir, etc. Donc je me suis dit, un relié, ça peut être sympa. En plus, il n'y a pas beaucoup de reliés sur les salons, c'est-à-dire que les auteurs présentent souvent des brochets. Donc je me suis dit, tiens, allez, ça pourrait être sympa sur les salons de venir avec des reliés plutôt qu'avec des brochets. Ce serait plutôt une idée judicieuse. Et puis comme je disais, quand on trimballe les brochets dans les salons, le problème c'est qu'on les vend pas tous sur un salon, donc on les emmène sur un deuxième salon, un troisième salon, quatrième salon parfois. Et donc au bout d'un moment, les livres ils s'abîment, ils tendent à se râper, à se tordre. Et je veux dire, un livre abîmé sur un salon, ça se vend pas bien, quoi. Moi je vois des auteurs, ils arrivent avec leurs exemplaires pourris, ça donne pas envie de l'acheter, quoi. Donc forcément c'est un peu gênant. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit en plus ça va mieux résister dans le temps pour aller transporter en salon. Voilà, c'est quand même bien plus pratique. Et donc je me suis dit, ça peut être intéressant. C'est vrai que sur Internet, le problème c'est que voilà, je me suis dit, sur Internet, c'est pas terrible. C'est-à-dire que sur Amazon, si je propose un relié, ça coûte 2 fois plus cher à imprimer, la marge est donc plus faible, c'est compliqué quoi sur Internet, et puis ça va pas forcément bien se vendre, ou alors ça va entrer en concurrence avec le brochet, c'était compliqué. Il fallait trouver un juste équilibre. Donc je me suis dit, vu que je suis très content maintenant de mon relié Mangazeya là, je me suis dit, je vais faire les autres livres en relié également, je vais faire toute ma gamme de livres en relié, pour les proposer en salon, d'une part, mais aussi donc, pour les proposer en ligne. Et la vraie question c'est quel prix mettre, parce qu'évidemment comme ça coûte plus cher à imprimer, les prix sont plus élevés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais retravailler la maquette de chacun de mes livres, donc de mes livres brochés, de sorte à réduire le nombre de pages pour pouvoir avoir une maquette qui coûte moins cher à imprimer et pour pouvoir donc être concurrentiel par rapport au brochet, quoi. Voilà, essayer d'être un peu concurrentiel par rapport au brochet. Alors évidemment, je veux pas rentrer en concurrence, je veux pas faire rentrer en concurrence mon brochet et mon relié sur Amazon, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc malgré tout, les reliés seront plus chers évidemment. De toute façon, je suis obligé de les mettre plus chers, même en réduisant la maquette, le coût d'impression est tellement haut que je suis obligé de mettre les reliés plus chers par rapport au brochet, autour de 5 € de plus. Donc c'est le cas de Mangazeya, au lieu d'être à 15, il est à 20 en relié. Donc autour de 5 € de plus. Mais comme je le disais, arriver à réduire la maquette de façon satisfaisante pour rester sur des tarifs qui sont compétitifs, on va dire, par rapport à la plupart des brochets édités. Voilà. C'est ça l'idée. Donc de rester en dessous des 25 €. Donc avec des brochets à moins de 20 € et des reliés à moins de 25 € pour pouvoir donc être concurrentiel malgré tout en ligne. Voilà, pour avoir quand même des reliés qui ont un intérêt d'être en ligne. Parce que je disais, voilà, t'as un relié à 29 € sur Amazon, ça n'a aucun intérêt, je veux dire, c'est beaucoup trop cher. Donc arriver à avoir un livre qui soit compétitif sur Internet,
tout en ayant des livres qui en salon peuvent être encore plus compétitifs, puisque comme je le disais, sur un salon, vu que Amazon ne prend pas de marge, on peut se permettre de pouvoir mettre un tarif un peu plus bas. Donc par exemple le Mangazea qui est à 20 euros, je peux le mettre à 19 euros, hein, voilà, ou 18,50 €, ce qui est autorisé d'ailleurs légalement, hein, on peut mettre un prix, on peut faire une légère remise sur les livres neufs. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qui permet sur un salon, comme je le disais, ben voilà, avec un relié à 19,50 € ou à 18,50 € ou à 19 euros, on est dans les tarifs d'un brochet classique quasiment. Voilà. Donc je me disais, voilà, sur les salons c'est intéressant, et en même temps sur internet, voilà, en travaillant sur le maquettage, en réduisant les coûts d'impression, on peut également arriver à contenir les prix, donc les mettre un peu plus cher, et contenir les prix tout en garantissant quand même une marge correcte sur les livres. La marge n'est pas la même que sur les brochets, je ne vais pas vous le cacher, mais ça permet quand même de maintenir une marge correcte sur les exemplaires. Donc voilà, je vais procéder à la création donc, de cette gamme de reliés là, dans les semaines qui viennent. Vu que je suis satisfait du résultat sur Mangazea, voilà, si ça m'avait pas convenu, si j'avais trouvé que le livre était pas bon, enfin, vous voyez, si ça avait été mal imprimé ou que ça avait été un petit peu vraiment foiré, bon, je dis pas qu'on est sur un relié, vous voyez, je dis pas qu'on est sur un relié de grand luxe, hein, c'est pas hyper classieux, hein, mais on est sur un relié qui est quand même vraiment bien et qui présente quand même vraiment bien, voilà, sur un ouvrage qui, notamment pour un cadeau par exemple, fait vraiment qualitatif, quoi. C'est pas foiré. Bon, on voit que c'est pas du fait main, hein, mais c'est pas foiré. Donc je me dis, ok, ça peut être intéressant d'être sur les salons, d'être présent sur les salons avec ces livres, de les mettre aussi en proposition sur Internet. Comme je disais, c'est vrai que l'idée c'était, est-ce qu'il y aura un public, on va dire, sur Amazon pour commander des reliés? Je me dis peut-être pas, mais bon, au moins les personnes qui veulent commander un livre de qualité pourront le commander. Et surtout, c'est pour les dédicaces, hein, comme je disais, c'est moi, pour les exemplaires qu'on me demande, par exemple dédicacés, pouvoir offrir cette possibilité. Et puis pouvoir l'offrir également donc aux gens qui viennent en salon, en ayant des tarifs qui soient vraiment attractifs, donc autour, comme je le disais, de 20, 21 euros, 22 euros, dans ces eaux-là, ce qui permet d'avoir un relié au prix d'un brochet quasiment. Juste en retravaillant la maquette, je peux arriver à proposer des livres comme ça. Donc oui, c'est du temps, bien sûr, parce qu'il va falloir que je retravaille les maquettes, mais je pense que c'est un temps qui va être bien employé. Donc normalement, courant février, au-delà de la sortie de Raditor, il y aura la sortie progressive de tous mes livres en format relié, avec seulement 2 ouvrages qui vont me poser pas mal de soucis, Partir c'est mourir un peu et Abyssinia, du fait de leur format colossal. Puisque Partir c'est mourir un peu fait quasiment 700 pages aujourd'hui. Il en faisait beaucoup plus encore avant, mais j'ai été obligé de retravailler la maquette déjà pour des questions de coût, d'impression, et 700 pages sur un relié, vous voyez, déjà en brochet il est à presque 24 euros parce que j'ai pas le choix, et c'est celui sur lequel je gagne le moins de marge, hein, donc j'ai pas trop le choix. Mais évidemment, vous imaginez, s'il est en relié, voilà, les prix vont s'envoler. Ça sera un roman à 50 euros, quoi. Donc inenvisageable, évidemment, de le proposer comme ça. Donc il va falloir que je retravaille la maquette. Donc l'idée, c'est de le couper en deux, pas le choix, puisque je suis au maximum de la compression. Je peux pas compresser plus, hein, après ça serait horrible. Donc faudra que je le sépare en deux. Donc ce sera sans doute une édition reliée en 2 volumes. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, hein. Et pour Abyssinia, eh bien, c'est déjà un livre en 2 volumes, mais 2 volumes qui sont déjà très épais, puisqu'ils font 500 pages chacun. Donc là, la solution, ce serait peut-être de trouver un format grand format, voilà, de prendre un format plus grand. Là, ils sont en format, on va dire, 22-80 par 15-24. Donc l'idée serait peut-être d'aller sur un format un peu plus grand, un peu à la Mangazea, puisque si Mangazea, c'est quasiment 25, je crois, de hauteur. Donc ils sont un peu plus grands. Donc l'idée, c'est d'avoir un format un peu plus grand, pour avoir moins de pages, puisque Amazon fait payer à la page. Donc une page plus grande en soi, c'est pas un problème sur Amazon. Il faut juste, voilà, que que je diminue le nombre de pages pour pouvoir réduire les coûts d'impression. Sinon là aussi on sera sur du 30-35 euros le relié, ce qui n'est pas trop crédible. Alors je dis pas que voilà, ça ne les justifie pas, mais c'est quand même ennuyeux pour vendre, c'est quand même ennuyeux. Moi je veux essayer au moins de tenir des prix, comme je disais, en dessous de 25 euros pour l'ensemble de mes romans,
et si possible, voilà, peut-être pour partir c'est mourir un peu, et pour Abyssinia, être autour peut-être des 26-27 euros, grosso modo, mais pas beaucoup plus, quoi. Sinon, après, c'est plus cohérent, les gens vont pas forcément acheter, même en salon, d'ailleurs, c'est compliqué. Et je crois que c'est pas une offre forcément souhaitable. Maintenant, comme je disais, Abyssinia va me poser beaucoup de soucis parce que la couverture, c'était l'anarchie à faire, cette couverture. Donc ça va demander beaucoup de travail là de maquettage, un peu moins pour partir c'est mourir un peu. Mais voilà, ceux-là par contre sortiront peut-être plus tard, peut-être en mars, avril, voire même dans l'été si jamais j'ai vraiment beaucoup de travail. Mais normalement, voilà, fin février, normalement tous mes autres ouvrages devraient être en gamme reliée. Et donc Raditor normalement devrait sortir également en relié. Donc là j'ai la maquette brochée, mais je vais commander bien évidemment la maquette reliée pour pouvoir évaluer la qualité et valider évidemment la sortie. Donc ça prendra un petit peu de temps, c'est pour ça aussi que vraisemblablement ce sera peut-être plus autour de la fin du mois de février que début février, enfin ou mi-février même. Ça sortira peut-être un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, c'était les deux annonces que je voulais faire, en espérant évidemment qu'elles vous font plaisir, que peut-être certains d'entre vous seront attirés par le relié, hein. Je sais que voilà, il y a des gens qui achètent tous mes livres, donc il y a quelques gros fans hein, parmi vous, donc je sais que certaines personnes sont peut-être intéressées par acheter des reliés parce que bah oui, c'est des livres de meilleure qualité, ça permet ça se conserve mieux, on peut les lire et les relire sans que ça s'abîme trop. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous seront sensibles à cela. Mais l'idée voilà, c'est surtout pour les dédicaces et les salons, hein, d'avoir des livres un peu plus qualitatifs pour pouvoir ben oui affronter on va dire les salons où les livres ont tendance un peu à s'user et où voilà les gens sont quand même en quête aussi d'ouvrages de qualité. Et c'est vrai qu'au milieu de voilà de confrères qui publient des brochets, avoir un relié ça peut être aussi un atout commercial non négligeable. Voilà, donc bah écoutez, je vais couper là, hein, voilà, c'était ce que je voulais annoncer, en espérant que ça vous fait plaisir, que vous ferez bon accueil à ces différents ouvrages qui vont arriver. Voilà, qu'une nouvelle vie s'ouvre pour mes anciens romans. Et puis bon bah voilà, la prochaine vidéo, hein, je ne sais pas, ce sera peut-être pour annoncer la sortie du prochain volume de l'encyclopédie des peintres russes et soviétiques qui progresse bien, hein, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui attendent la sortie du prochain volume, ce sera vraisemblablement dans l'été, j'espère. Voilà, on verra comment ça avancera, mais bon pour l'instant ça se décante bien également. Mais évidemment, il y a plein de projets qui rentrent voilà, en collision, donc bah, tout prend un peu de temps à se mettre en place, hein, voilà, forcément, quand beaucoup de projets sont en cours, les choses traînouillent un petit peu. Voilà, donc je vous salue hein, et à la prochaine vidéo.